Au milieu du XIXe siècle, l'Allemagne n'est encore qu'un conglomérat d'États indépendants avec des royaumes, des principautés, des villes libres. Il y a un État qui émerge en Allemagne, qui est la Prusse, pour affirmer son unité politique, va essayer en quelque sorte de s'imposer. La France voit d'un très mauvais œil l'unité allemande sous direction de la Prusse, parce que c'est un énorme concurrent. Le ministre de Prusse, Bismarck, va profiter de la situation pour essayer d'unifier tous les États allemands, plus ou moins réticents finalement à l'unité sous direction de la Prusse. Et il fallait trouver un catalyseur à Bismarck, et ce catalyseur, ce sera la guerre de 70. Napoléon III va déclarer la guerre à la Prusse, et tous les pays de l'ère allemande vont rejoindre la Prusse pour se battre contre la France. La France s'est battue très rapidement. Les batailles d'Alsace sont perdues par l'armée impériale française, qui prend la décision de se replier sur Metz, qui était la place forte la plus importante d'Europe à l'époque. On pensait qu'en se repliant sur Metz, on allait pouvoir aussi finalement faire face aux armées allemandes. Cependant, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, puisqu'une fois que l'armée française a été encerclée sous Metz, elle a été complètement bloquée jusqu'à la capitulation de Metz. Il y a eu beaucoup de morts. Autour de Metz, on estime qu'il y a eu probablement 75 000 morts ou disparus. Les combats ont été perçus par les contemporains vraiment comme des hécatombes. Et particulièrement ici, à Gravelotte, où il y a eu des combats très rudes. On utilisait une expression, ça tombe comme à Gravelotte. Les cavaliers sont très rapidement décimés. Les tirs de fusil, voire de mitrailleuses, sont tellement puissants que la charge de cavalerie à peine commencée, finalement les cavaliers se font tout simplement massacrer. Quand un soldat tombait sur le champ de bataille, il restait sur le champ de bataille. On les enterrait sur place. L'Empire allemand naît à la Galerie des Glaces de Versailles en 1871. La population d'abord subit. C'est la première chose. Il y a eu ce qu'on appelle la protestation. Les élites politiques, les députés politiques ont protesté officiellement par une déclaration, mais ça n'a rien fait. Il fallait absolument faire la paix, et les autorités politiques françaises, en quelque sorte, n'avaient pas le choix. On a laissé cependant le choix aux populations locales de opter pour la France ou pas opter pour la France. S'ils décidaient d'opter pour la France, eh bien en quelque sorte, ils prenaient armes et bagages et quittaient le territoire mosellan ou alsacien, avec leurs biens. Donc la plupart des gens sont restés sur place, bien sûr, et sont devenus du fait, tout simplement, allemands. Les autorités allemandes obligent la pratique de l'allemand pour tous dans tous les territoires annexés. Alors après, un sentiment français a toujours perduré. Ce mouvement protestataire français s'est petit à petit modifié, transformé. La période d'annexion, 48 ans, est à la fois longue et à la fois courte. Les mentalités ont changé, mais est-ce qu'il y a vraiment intégration au sein du Reich allemand? On en doute, et sans doute avec raison. Les Français détestaient les Allemands, et les Allemands détestaient surtout les Anglais, plus que les Français, parce qu'ils estimaient que les Anglais étaient un peuple un peu de même race, et qu'ils les avaient trahis. En quelque sorte, en acceptant de faire la guerre contre les Allemands. Bon, les peuples se détestaient. Première guerre mondiale, c'était assez dramatique. C'est-à-dire, les Alsaciens et les Mosellans doivent donc faire leur service militaire. Chez les Allemands, puisqu'ils sont allemands. La mobilisation, qui est aussi proclamée évidemment dans le Reichsland, ne pose aucun problème finalement. Par contre, les autorités allemandes se méfient beaucoup des Alsaciens-Lorrains parce qu'ils ne les jugent pas fiables. Et la plupart des jeunes soldats alsaciens-lorrains partent en particulier sur le front Est. Dans beaucoup de familles qui étaient francophiles, les gens se sont dit on va quand même pas tirer sur des Français. Il y a eu beaucoup de jeunes Alsaciens qui ont déserté et qui sont allés dans l'armée française. Ce qui fait que pendant la Première Guerre mondiale, vous aviez des Français des deux côtés. Et il est arrivé, par exemple, on a au moins un cas précis où à Verdun, deux frères se tiraient l'un sur l'autre, sans le savoir bien sûr, mais après, quand ils ont comparé après la guerre leur positionnement, ils étaient face à face. Ce régime très fort qui va supprimer les libertés va faire beaucoup de maladresses. Par exemple, beaucoup d'élites
lorraines, alsaciennes vont être arrêtées et envoyées en Allemagne en forteresse, en prison ou en résidence surveillée. Et ça, ça passe très mal, c'est extrêmement maladroit. Vous avez vu le monument aux morts de la ville de Strasbourg, sur la guerre 14-18, place de la République, où vous voyez une mère de famille qui dans chaque bras a un enfant, l'un mort pour la France, l'autre mort pour l'Allemagne. Alors pour l'Alsace, ça a été un enthousiasme délirant quand les Français sont arrivés. Mais après, il y a eu une série de désillusions très dures pour les Alsaciens. D'abord, les Alsaciens mosellans se sont appauvris. Parce que toute leur économie, et je pense notamment à la sidérurgie lorraine, fonctionnait en symbiose avec l'Allemagne. Et donc d'un coup, cette sidérurgie était coupée des matières premières, était coupée des principaux débouchés, hein, et par conséquent, sur le plan économique, certains disaient, bon Dieu, on était quand même plus riches du temps des Allemands. Ensuite, les Français se sont comportés à l'égard des Alsaciens avec une maladresse extrême. Je dis bien extrême, inimaginable. C'est une des plus grandes stupidités qu'on ait jamais faites. Hein. C'est le ministre de la guerre, Maginot, qui l'a fait construire et pour protéger la France. Parce que vous savez très bien que vu l'imperfection du traité de Versailles, on aurait de nouveau une guerre avec l'Allemagne. Tout le budget de la France depuis 1935, c'était pour cette ligne Maginot. Sur le plan technique, la ligne Maginot est une merveille. Seulement arrivé au niveau de la Belgique, la ligne Maginot s'arrête. C'est dire à Hitler, c'est par là qu'il faut passer. La région du Nord-Pas-de-Calais est une région qui va subir l'occupation autour du 10 mai 1940. Donc c'est une région qui a déjà souffert quelques décennies auparavant et qui va se replonger dans ces conditions qu'elle redoutait tant et qu'on va retrouver donc sur les routes, notamment avec l'Exode, qui va subir des bombardements très très tôt, zone qu'on appelle zone interdite. Donc c'est des gens qui vont être à part, gérés à part par les Allemands et donc qui vont subir l'occupation comme jamais une région va la subir auparavant. La Grande-Bretagne, c'était la petite verrue finalement sur sa stratégie. Cette petite île résiste toujours très bien. D'ailleurs, c'est la problématique d'Hitler. La menace viendra d'eux, puisque c'est par là qu'ils considèrent que va s'opérer le débarquement. Donc ça se produit par la mise en place de ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique. On essaie d'avoir des fortifications pour se protéger. On décide de construire ce qu'on appelle des bases secrètes. Dans un seul et même but, c'est d'aller détruire Londres. Donc l'objectif d'Hitler, à un moment vis-à-vis des Britanniques, c'est d'envoyer des obus pour les V3, des fusées pour les V2, des sortes d'avions pour les V1, de façon ininterrompue, continue. Le programme prévoit ici 50 fusées V2 par jour sur le centre-ville de Londres. La ville de Dunkerque, par exemple, qui est la ville qui est la plus au nord de France, va être aussi la dernière ville qui va être libérée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Je dis au lendemain, puisqu'elle ne va pas être libérée le 8 mai, ou plutôt elle va être libérée le lendemain de la capitulation, le 9 mai 1945. 1940, on redevient allemand. Mais alors là, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent, c'est-à-dire il n'y a pas de traité de signé. Mais la France ne signe aucun traité. Il n'y a rien de signé, donc c'est ce qu'on appelle une annexion de force. Et au point de vue droit international, l'Alsace-Moselle sont toujours françaises pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc Hitler n'avait pas le droit de les prendre de force dans l'armée, de l'armée allemande. C'est un crime de guerre. Alors évidemment, on peut dire, mais il n'avait qu'à prendre la fuite. Hein, c'était facile d'aller en Suisse, par exemple. Il y avait une loi qui s'appelait la Sippenhaft. La Sippenhaft,
ça veut dire la loi du clan. Eh bien, si quelqu'un prenait la fuite, quand il devait être incorporé de force, c'est le père, la mère, mais c'est aussi le grand-père, la grand-mère, c'est aussi les frères et sœurs, c'est les cousins et les cousines, les oncles, les tantes, etc. Eh bien, toute cette famille est déportée. Si on avait été à la place de ces jeunes Alsaciens en 1942, obligés de rentrer de force dans l'armée allemande, est-ce qu'on aurait adhéré ou est-ce qu'on aurait refusé? On verra que la plupart ont adhéré. La plupart ont adhéré et aujourd'hui, on continue à penser que les Alsaciens étaient des collaborateurs, alors qu'il était impossible d'échapper au système totalitaire nazi. Durant notre voyage, nous sommes allés au camp de concentration de Natzweiler-Struthof, situé en territoire annexé à l'Allemagne nazie. Actuellement, il se trouve à l'est de la France, dans la vallée de la Bruche. Je suis venu de Paron, en laissant mes parents à la gare. Je ne pouvais pas imaginer ce que j'allais découvrir du côté de l'Alsace. On n'oublie rien sous la neige du Struthof. On n'oublie rien car l'histoire est appelée. Car l'histoire est appelée à se rejouer. On s'est arrêté devant le chemin de la mémoire. C'est la plaquette que je vous ai fait passer ce matin. C'est une initiative qui date d'il y a une dizaine d'années. Et cette initiative permet de mettre en lien environ 18 lieux de mémoire de part et d'autre du Rhin. Si on est là, c'est pour ce lieu. C'est-à-dire que les nazis ont choisi ce lieu pour la qualité de la pierre. C'est en choisissant ce lieu qu'on a ensuite décidé qu'on choisirait des esclaves pour travailler gratuitement. C'est ça la vocation du nazisme, c'est faire travailler gratuitement des esclaves pour gagner le maximum d'argent. Aujourd'hui, la gare de Roto est empruntée par de simples voyageurs, mais il y a environ 70 ans, cette gare était utilisée afin d'emmener les déportés au camp. Sur le mur de cette gare, on peut lire: Ici, de 1941 à 1944 sont passés des milliers de déportés de toutes nationalités à destination du camp de concentration nazi de Natzweiler-Struthof. Passant, souvenez-vous des martyrs pour la liberté. Donc alors il ne s'agit pas d'un camp d'extermination, mais réellement d'un camp de concentration, de travail. Et l'emplacement du KL Natzweiler, comme les nazis l'appelaient, il est dû à la proximité d'une carrière de granit. Donc les nazis allaient faire venir des déportés dans le camp de Natzweiler pour travailler à la carrière. Majoritairement au KL Natzweiler, on trouvait des déportés politiques, mais on y trouvait également des tziganes, donc qui a été notamment utilisé pour des expérimentations médicales. Et la plupart des déportés étaient regroupés par nationalité. Une trentaine de nationalités étaient représentées ici. Pour le KL Natzweiler, commando de travail y compris, ça représente 52 000 déportés, en sachant que 22 000 déportés sont morts. Ce qui fait du camp de Natzweiler l'un des camps les plus durs, que c'est des journées de 12 à 14 heures de travail. Vous n'êtes plus considéré comme un homme. Il faut savoir que les déportés qui arrivent ici, la première chose qu'on fait, c'est leur raser les cheveux, les poils, de les désinfecter, de leur donner un numéro qu'ils doivent apprendre par cœur en allemand. À 6 heures du matin, les déportés doivent tous se lever, ils doivent sortir pour l'appel. Ils doivent se tenir en rang le temps que les SS fassent le décompte de tous les déportés présents, vivants comme morts. Les morts de la nuit doivent être sortis sur les places d'appel du camp pour être comptabilisés comme les autres. Ensuite, on leur donne un bol d'eau et d'orge, donc, et un morceau de margarine. Et ensuite, c'est le travail à proprement parler sous les coups des SS. À midi, ils ont droit à un repas tout aussi léger que celui du matin. L'après-midi, travail. Le soir, c'est pareil, un repas très sommaire. Et la journée se termine avec un appel. Ils ont même pour consigne de brutaliser les déportés. Une petite chambre à gaz a été aménagée justement pour des besoins d'expérimentation médicale. Et ils ont d'abord fait des expériences sur le phosgène. Donc le phosgène, qui est un gaz de combat qui avait été largement utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Et donc des professeurs nazis voulaient mener un certain nombre d'expériences pseudo-médicales pour tester la résistance et puis essayer de trouver des antidotes.
Au mois d'août 1943, 87 déportés juifs en provenance du camp d'Auschwitz, dont 30 femmes, furent exterminés dans la chambre à gaz du Struthof, dans l'unique but de constituer, à l'initiative d'un professeur de médecine nazi, une collection anatomique. Ce crime contre l'humanité rappelle et prolonge le tragique destin des millions de juifs morts dans les autres camps de concentration. Et la France a toujours reproché aux Alsaciens d'avoir été soumis aux Allemands 2 fois, alors qu'en fait c'est nous, les Français, qui avons abandonné 2 fois l'Alsace à l'Allemagne. Et vous verrez que l'âme alsacienne, elle est déchirée par ça. Quand vous êtes à Strasbourg en Alsace, vous vous rendez compte qu'il y a 2 cultures. D'un point de vue culturel, les Alsaciens sont allemands, d'un point de vue national, ils sont français. Ce qui pourrait être une richesse, ici, est vécu comme un handicap par rapport au fait que la France n'a jamais reconnu cette richesse avant l'heure et cette capacité de rentrer dans l'Europe. Réalisons l'Europe avant l'heure. Nous sommes ici en Alsace dans une position d'éclaireur à cause des guerres, à cause du sang, et ce sang, aujourd'hui, pourrait faire jaillir des larmes de joie, mais la France, qui n'est pas très européenne, n'est pas encore en mesure, à cause d'un rapport à l'histoire faussé, n'est pas encore en mesure de tirer les enseignements de cette histoire tragique.